Bonjour à tous. Donc nous commençons la première session de cette deuxième journée du colloque L'implicite et le malentendu dans les usages particuliers de la langue française en Algérie, implications didactiques et sociolinguistiques, par l'intervention de Dr Ben Nasser Mahmoud, M. Zidoun Jahid et M. Benakli Mounir, qui vont nous présenter, de l'Université de Béjaïa, qui vont nous présenter une recherche intitulée « L'implicite dans les situations d'apprentissage de l'écrit et de l'oral en FLE, du processus formatif à la pratique évaluative ». À vous la parole, vous avez 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Donc c'est Dr Ben Nasser qui commence l'intervention. À vous la parole, docteur. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'avoir cédé la parole. Donc je tiens tout d'abord à l'occasion à remercier les organisateurs de cet événement scientifique. Une rencontre exemplaire justement qui touche deux aspects. Le domaine linguistique et le domaine didactique justement au milieu scolaire. Donc pour cette communication que nous avons intitulée donc l'implicite dans les situations d'apprentissage de l'écrit et de l'oral en français langue étrangère, du processus formatif à la pratique évaluative. Un intitulé donc, qui traite particulièrement les situations d'apprentissage réel, des expériences des enseignants des 3 paliers, primaire, collège et secondaire. Donc on verra dans cette communication l'expérience de ces enseignants en matière justement comment l'implicite il est exploité par les enseignants dans les situations d'apprentissage du français langue étrangère. Donc la communication sera structurée comme suit. Donc esquisse de définition concernant l'implicite, l'implicite en didactique, des objectifs de la recherche, des questions de la recherche. Nous avons méthodologie et corpus, c'est-à-dire l'ensemble des publics visés. Particulièrement, nous avons la méthodologie adoptée dans le traitement du corpus, l'analyse, l'approche d'analyse, les résultats, et on finira donc la communication avec une conclusion et quelques perspectives de recherche. Donc sans tarder, je passe la parole à M. Benakli. Merci infiniment, Dr Ben Nasser. Dr Bilkissa, le modérateur du présent atelier, chère assistance et les collègues participants, bonjour. Nous tenons à remercier et à féliciter toute l'équipe pour la parfaite organisation du présent colloque, pour la présente manifestation scientifique portant sur l'implicite et le malentendu. Sans plus tarder, nous allons vous présenter la synthèse du cadre théorique. Nous allons commencer, nous allons respecter quand même le rituel, et commençons par donc le cadre théorique. Comme esquisse de définition, nous nous sommes référés aux travaux de Marie-Claire Durand-Guizio. Donc selon elle, donc l'implicite est une allusion qui doit être déchiffrée, mais elle est également une adaptation à l'énonciateur. L'implicite représenterait donc une continuité avec le déjà fait, le déjà dit, et exigerait de la part du décodeur une mise en hypothèse. Le décodeur devra à tout moment, donc à tous les moments, s'adapter à la situation donnée.
L'implicite, du point de vue didactique, nous avons essayé de synthétiser les différentes stratégies pour le décryptage, le décodage, et nous avons fini par 4. La première stratégie pour le décryptage de l'implicite, il s'agit du recours aux 2 éléments principaux, à savoir le paratexte, c'est ce qu'on appelle les éléments périphériques, l'image du texte, et également au contexte et au contexte. Donc pour les 2 notions, le contexte, c'est l'ensemble des mots qui précèdent et qui viennent juste après, on va dire, l'idée. Par contre, le contexte, c'est la relation entre ces mots. Voilà. La deuxième stratégie pour le décryptage donc de l'implicite dans des situations pédagogiques, nous avons la compétence culturelle qui se décline à la fois en compétence culturelle idéologique et compétence culturelle encyclopédique. Donc nous nous sommes référés donc à l'auteur Marie-Claire Durand-Guizio. Voilà. Donc la compétence culturelle idéologique, ça renvoie à l'extralinguistique, aux faits, vérité. Sinon, la compétence culturelle encyclopédique, ça renvoie à tous les domaines. Et plus précisément, ce qui est important, c'est que la compétence culturelle encyclopédique, c'est cette association du texte avec les connaissances parvenant des autres domaines. La troisième stratégie pour le décryptage, il s'agit de la rhétorique et la pragmatique, ce qu'on peut appeler tout court, plus ou moins, c'est la compétence discursive qui se caractérise par l'informativité, la cohérence, la pertinence et l'exhaustivité. La quatrième stratégie et la dernière, il s'agit de la compétence logique qui se répartit en sous-compétences, en 2 sous-compétences, à savoir la compétence d'inférence et la compétence relative aux présupposés et aux sous-entendus. L'objectif primordial de la présente communication, de la présente recherche, c'est bien de savoir, de dénicher comment les enseignants approchent-ils l'implicite dans leur pratique enseignante, à savoir donc le processus formatif évaluatif ainsi que la pratique de la remédiation, donc le processus de la remédiation. Pour cerner notre travail de recherche, nous avons posé 2 questions. La première est ainsi formulée. Comment les enseignants exploitent-ils l'implicite dans les cours de l'oral et de l'écrit en classe du français langue étrangère? Donc nous nous sommes intéressés aux 3 paliers, donc aux 3 cycles scolaires. Quant à la deuxième question, nous l'avons ainsi formulée. Quelles sont les répercussions qui en découlent? Donc pour le cadrage théorique, une partie de l'analyse que nous avons faite, donc j'invite mon collègue Zidoun Jahid pour dire quelque chose à propos de ça. À vous la parole, monsieur Zidoun. Merci infiniment, cher collègue. Donc je reprends les dires de mon collègue afin de exposer la méthodologie et le corpus que nous avons choisi pour travailler l'implicite dans les situations pédagogiques. Donc nous avons conçu un questionnaire destiné aux enseignants travaillant dans les 3 paliers primaires, CEM et lycée, interpellant ainsi leur expérience quant à l'enseignement de l'implicite en classe du FLE. Donc voici un aperçu du questionnaire. Donc on peut le diviser en 3 phases essentielles. La première phase concerne
qu'est-ce qu'il privilégie comme compétence pour travailler l'implicite, les moments de l'exploitation de l'implicite. Nous nous sommes interrogés sur la façon de travailler l'implicite, autrement dit les approches et les méthodes. Avant de finir, nous nous sommes interrogés sur les critères d'évaluation de l'implicite et au final sur les activités de remédiation. En ce qui concerne le questionnaire, donc nous avons le public enquêté, c'est des enseignants. Nous avons collecté 39 réponses au questionnaire, 20 PES, soit 51%, 16 PEM, soit 41%, et 3 PEP, soit 8%. Passons directement à l'analyse des réponses et commençons par la première question. Donc, il était question de se demander sur la présence de l'implicite dans les activités pédagogiques, l'exploitation de l'implicite. Donc, 20 profs, soit 51%, ont attesté qu'ils l'exploitent dans les activités de la compréhension de l'écrit. Nous avons synthétisé leurs réponses sous les 4 axes suivants. Le premier axe, c'est l'accessibilité sémantique, ça veut dire l'écrit est plus facile à travailler. Le deuxième, c'est la lecture critique, socio-éducative. En troisième lieu, la multidimensionnalité du support écrit. Le dernier point, c'est la motivation et la curiosité. 13 profs, soit 33%, ont confirmé qu'ils le travaillent en séance de compréhension de l'oral. Nous avons restitué leur justification sur les 2 points suivants. Le premier point, c'est toujours l'aspect multidimensionnel de l'oral. Et le deuxième point, c'est la motivation et la curiosité. Autrement dit, l'oral motive plus les apprenants. Ces profs, soit 6%, ont confirmé qu'ils le travaillent soit dans les 2 activités, soit dans toutes les activités, soit quelqu'un qui n'a pas précisé la réponse. Passons à l'analyse des réponses de la deuxième question. Le moment de l'exploitation de l'implicite dans les activités pédagogiques, 9 profs, soit 23%, ont attesté qu'ils l'exploitent en début de la séance. Nous avons catégorisé leurs réponses sous les 3 axes suivants. Revenons toujours au concept de motivation et exploration. Donc, ils l'exploitent au début afin de motiver et aussi d'explorer le texte. Le deuxième point, la visée communicative. Donc, ici, l'implicite sert à interpeller le but du texte ou le but de l'auteur. Le dernier point, c'est par rapport au paratexte. Et c'est évident que paratexte, 13 profs, soit 33%, ont opté pour, donc ils ont répondu qu'ils l'exploitent en milieu de la séance. Nous avons résumé leur justification. Donc, ils l'exploitent en milieu parce qu'il s'agit d'une lecture critique et aussi d'accessibilité sémantique. 12 profs, soit 31%, ont opté pour l'exploitation à la fin de la séance parce que l'implicite sert comme une phase de synthétisation, une phase d'évaluation. Autrement dit, ici quand on dit évaluation, nous nous référons à l'évaluation formative parce qu'à la fin de la séance, on fait généralement une évaluation formative. Le dernier point, c'est un moment de lecture critique approfondie.
Passons maintenant à l'analyse des réponses de la troisième question. L'exploitation de l'implicite, quelles sont les approches et les stratégies menées par les enseignants? Donc la première stratégie, c'est le paratexte, les éléments périphériques. La deuxième, c'est par le moyen de la gestuelle et graphie. La troisième, par une suite de questions. Quatrièmement, la vulgarisation. La reformulation aussi, ça sert pour reformuler. Donc il reformule le sens d'un énoncé, d'une phrase, d'un paragraphe afin de expliciter le sens. Il y a aussi les activités ludiques. Ici, il s'agit de lier l'utile à l'agréable. Il y a aussi l'approche de la méthode de débat, discussion, interaction afin de expliciter le sens de l'implicite. Nous avons aussi des exemples, questions à choix multiples et au final, les mots-clés. Je cède la parole à mon collègue Binekli Mounir pour analyser le reste des réponses. Merci encore une fois, chers collègues. Donc, la présente étude nous a permis de recueillir une panoplie d'informations. Nous commençons par les questions récurrentes par rapport à l'exploitation de l'implicite. Nous avons synthétisé les questions donc données par les enseignants enquêtés comme suit. Le sens figuré, donc des questions par rapport, bien sûr, le sens figuré, des questions à choix multiples, des questions d'inférence et des questions directes et des interrogations directes. Des questions également sur les expressions imagées et codées. À titre d'illustration, nous avons cette réponse donnée par l'un des enseignants que nous avons enquêté, qui est la suivante. Généralement, sur les expressions imagées codées qui impliquent le recours au contexte de production. Nous avons également posé une question sur les critères d'évaluation et nous avons recueilli une panoplie de réponses que nous avons catégorisées sous 5 axes. Le premier, donc critère, c'est en relation avec la compréhension et la réaction des apprenants. Le deuxième critère d'évaluation, c'est par rapport à la justification de la réponse des apprenants toujours. Le troisième critère, c'est en relation avec les questionnements et les synthèses. Le quatrième critère, c'est par rapport à la compétence d'inférence. Le dernier critère que nous avons synthétisé à partir des réponses données par nos enseignants, c'est justement la précision, la cohérence et la cohésion des réponses, bien sûr. À titre d'exemple, nous allons nous savons très bien que le temps ne permet pas de montrer tous les exemples. Nous essayons de montrer juste un échantillon. Voilà, nous avons cette réponse. Donc il y a un problème technique. Nous passons donc automatiquement à la prochaine. Excusez-moi. Donc, nous sommes arrivés à la 6e question et la dernière question. C'est par rapport exactement, étant donné que l'implicite, l'exploitation de l'implicite est une tâche complexe, nous avons évidemment, bien entendu, demandé aux enquêtés de nous communiquer les différentes pistes de remédiation. Nous avons catégorisé les axes suivants.
Donc, des activités par rapport aux devinettes et aux jeux de mots, des activités par rapport à la lecture et la lecture magistrale, des activités contenant des supports iconiques et audiovisuels, des activités contenant des figures de style, c'est pour se familiariser avec les figures de style, parce que c'est très important. Ça travaille beaucoup plus cette exploitation de l'implicite. Et nous avons une activité, ou bien des activités de synthèse et technique du compte rendu critique. Donc j'invite mon collègue Zidoun Jahid pour clôturer la présente communication. Merci encore une fois. Donc sans trop tarder, on va conclure. Nous allons conclure. Donc en guise de conclusion, l'exploitation de l'implicite en classe du FLE représente un aspect d'enseignement fort intéressant, incitant ainsi l'apprenant à réfléchir au-delà du sens littéral, ça veut dire explicite, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. L'implicite lui confère aussi une bonne appréhension et une meilleure interprétation du sens. Et en dernier lieu, il contribue à une formation constructive de son esprit critique et analytique qu'on doit inculquer en lui afin de mieux interagir en milieu scolaire et social. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante que vous n'avez pas malheureusement pu finir, mais bon, on aura saisi de votre recherche. Je vous remercie pour cela et j'invite Madame Benzab Zahira de l'Université de Constantine I qui va nous présenter une recherche intitulée L'implicite des objectifs pédagogiques dans le programme de remédiation linguistique, technique d'expression écrite et orale destiné aux étudiants paramédicaux. À vous la parole. Bonjour tout le monde, je remercie les organisateurs de m'avoir invité et accepté de me donner la parole pour cette intervention. Je remercie aussi les organisateurs pour leur accueil et pour la réalisation de cette manifestation scientifique. Pour ma part, je vais intervenir par rapport à un module qui est inséré après la réforme qu'a observé les programmes de formation paramédicale et le passage de ces formations suite à l'irrigation de l'Institut national supérieur de formation paramédicale en Institut de formation supérieure paramédicale. Donc on est passé à des formations universitaires du paramédical dans lequel on retrouve un module dispensé pour corriger les imperfections, les insuffisances linguistiques des étudiants. Et ce module s'intitule « Remédiation linguistique, technique d'expression écrite et orale », programmé dans le S1, ayant pour objectif d'apporter des correctifs en termes de remédiation linguistique,
puis ensuite passer à l'enseignement technique d'expression écrite et orale. Vous voyez qu'on avance l'écrit à l'oral parce que réellement ce ne sont pas des novices, donc on va récupérer le produit de l'éducation nationale. Et malheureusement, les enseignants ou les intervenants, quand ils prennent en charge ce module, ils ont beaucoup de difficultés à le réaliser sur témoignage par rapport à ma thèse de doctorat. Donc, la lecture des objectifs de ce module définis par les concepteurs vise à développer des compétences linguistiques transversales chez les paramédicaux inscrits en première année de licence en sciences paramédicales, quelle que soit leur spécialité. Ce module est commun et la problématique qu'on pose à chaque fois, c'est quoi remédier, quel contenu dispenser pour répondre aux besoins langagiers et discursifs de cette population, donc de ce public FOSS, quelle démarche didactique appliquer, quelle stratégie d'enseignement-apprentissage mettre en œuvre, comment articuler les paradigmes convoqués par les unités intitulées de cours de ce programme, quoi évaluer, comment l'évaluer et surtout comment arriver à développer des compétences linguistiques et des compétences linguistiques transversales chez ces futurs professionnels de la santé. Il faut savoir que la formation paramédicale s'organise en domaines de spécialité avec des filières et chaque filière, il y a des spécialités. Et chaque spécialité a des particularités. Mais grosso modo, chaque filière, plus ou moins, est stéréotypée par rapport à des actes de parole, par rapport à des pratiques professionnelles et des exigences de communication en termes de paramédicaux. Alors, la première solution à laquelle on a pensé, c'était analyser le contenu du programme de remédiation linguistique, technique d'expression écrite et orale pour identifier les objectifs implicites et le curriculum caché. Ce concept de curriculum caché a été surtout développé par Pernoud et on a pris comme méthodologie pour faire l'analyse de ce programme et un petit peu dénicher l'implicite, c'est utiliser une approche descriptive analytique basée sur l'analyse de contenu. Nous avons examiné les implicites du programme du module en question pour mieux cerner les objectifs implicitement formés à travers les énoncés explicitement déclarés. Donc, nous avons pris les offres de formation LMD. C'est un module commun à toutes les spécialités, quel que soit le domaine, et nous avons pris comme corpus l'offre de formation LMD de la licence professionnalisante et nous avons surtout focalisé notre analyse sur l'organisation semestrielle qui présentait le volume horaire, les formes d'enseignement, les formes d'évaluation, les documents à exploiter. Ce sont des propositions, mais qui sont plus ou moins formelles. La fiche d'organisation des unités d'enseignement, le programme détaillé de la matière. L'objectif, donc, c'était de mettre en lumière le curriculum caché, concept très étudié par beaucoup de chercheurs, notamment Jackson, Sinder et Pernoud. Donc, les deux premiers désignent par ce concept la connaissance, valeur, comportement non explicitement inclus dans les programmes d'études, mais enseignés après à travers des structures et des pratiques institutionnelles. Mais pour Pernoud, c'est surtout savoir comment le curriculum caché influence les pratiques pédagogiques et les expériences des étudiants. Donc, les critères d'évaluation ou bien les critères d'analyse que nous nous sommes fixés, c'était les objectifs explicitement énoncés, les unités de cours du programme, l'approche didactique sous-entendue ou supposée, les formes d'enseignement et les évaluations suggérées. Il faut rappeler que l'implicite et l'explicite
sont parallèles, mais l'un interagit avec l'autre. L'implicite se réfère à ce qui n'est pas clairement exprimé mais sous-entendu, c'est les non-dits. Il faut les comprendre selon les situations et c'est au lecteur de déduire l'information. Contrairement à l'explicite, il concerne tout ce qui est verbalisé, écrit, donc la manière évidente exprimée et l'information clairement déclarée sans ambiguïté. L'implicite se réfère donc à ce qui n'est pas exprimé, tandis que l'explicite, c'est la manière évidente. Et l'implicite, lorsqu'il est énoncé, il est inféré ou bien déduit. Donc, c'est par rapport à la compétence de celui qui la reçoit. Qui le reçoit. Donc, compétences idéologiques, compétences culturelles, encyclopédiques, professionnelles, toute forme de compétences qui va l'aider à dénicher, à décoder, décrypter le message. L'auteur de la phrase ne dit pas clairement ce qu'il pense et c'est au destinateur de deviner, déduire, comprendre l'information non énoncée à partir du contexte. Et là, je souligne le contexte parce que c'est ce qui est déterminant pour permettre à tout programme d'être efficient et efficace. Le sens de la phrase est alors suggéré et pour l'interpréter, donc interpréter l'implicite d'un texte, il est nécessaire de prendre en compte les signaux internes et externes d'un énoncé. Mais en didactique, ce n'est pas évident quand on a un programme ou bien un descriptif de compétences. Donc, par définition, nous rappelons aussi que l'objectif implicite, c'est une co-création et la régulation des rapports hors conscience, la régulation du champ intersubjectif immédiat et l'aspect de l'objectif implicite qui nous intéresse le plus. Et l'objectif implicite est fondamentalement au sens où il fournit le contexte de l'objectif visé ou escompté comme finalité. Donc, en didactique, il nous permet, l'identification de l'implicite nous permet et offre à l'enseignant concepteur surtout du cours une flexibilité dans les choix des méthodes d'enseignement, activités et tout ce qui est, on va dire, pratique pour réaliser les objectifs d'un enseignement. Il permet aussi d'avoir un entraînement des interprétations variées et donne une certaine liberté à l'enseignant dans son agir professionnel sans se référer à un document. Donc, quand on donne un document, on est obligé de respecter les instructions officielles, mais quand on passe à l'implicite, donc les objectifs cachés, on a une certaine liberté et l'absence des guides dans les formations universitaires font que cet implicite devient un impératif. Donc, l'observation ou bien l'analyse de la fiche d'organisation semestrielle montre qu'on a des cours, des TD et des travaux personnels. Et le travail personnel, en termes de volume horaire, est important. Pour les cours, c'est 39 heures, pour les TD, c'est 21 heures, mais pour le travail personnel, c'est 30 heures. Cela implique que l'apprenant devient acteur de son apprentissage avec un guide qui va permettre à cet apprenant de développer une autonomie langagière et discursive avec une guidance. Alors que sur le plan programme de matière, nous observons que les objectifs escomptés sont mettre à niveau l'étudiant en langue française à partir des erreurs répertoriées afin de pouvoir rédiger différents écrits sans faute et de s'exprimer oralement avec aisance devant un public.
Et en plus, l'objectif second, c'est de renforcer chez l'étudiant à la fois la compréhension et la production, tant à l'oral qu'à l'écrit. Alors, cet objectif d'enseignement dans le programme n'est pas identique quelque part par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce qui est explicitement énoncé, c'est enrichir le niveau de langue française, grammaire, phonétique, sémantique, orthographe, développer la communication orale et s'approprier les méthodes, les techniques de rédaction et de présentation d'un travail écrit. Quand on observe le contenu de matière, nous remarquons qu'il y a une partie qui porte sur le fonctionnement systématique de la langue, c'est l'objet de la remédiation linguistique, puis une deuxième partie qui convoque les démarches d'enseignement du travail universitaire, donc c'est le FOU, et on a aussi une autre partie très réduite par rapport aux unités de cours, l'expression orale, qui ne représente qu'un petit sous-chapitre dans la rubrique « Introduction à la méthodologie » pour terminer avec tout ce qui est écrit professionnel, administratif. Donc, l'objectif réellement de ce module, ce n'est pas la langue, c'est la professionnalisation de nos apprenants. On les initie à leur pratique professionnelle en termes de futurs acteurs de la santé. Donc, l'objectif, les résultats montrent que l'objectif explicitement annoncé, c'est rendre capable de rédiger sans faute, agir et interagir selon le contexte, qu'il soit académique ou professionnel. Mais l'implicite, lui, il nous montre que malgré qu'on a des niveaux hétérogènes des apprenants sur le plan langue, ils sont homogènes sur le plan parcours pour devenir professionnels et l'apprentissage devrait leur permettre de savoir interagir efficacement dans leur formation et une fois professionnels. Les filières, les 4 filières sont toutes concernées par les rapports de stage, par les bilans d'activité, par les comptes rendus de soins, par les correspondances et développer des compétences, cela nécessite une bonne lecture des objectifs explicites et leurs sous-entendus ou présupposés et savoir articuler l'académique et le professionnel. Donc, c'est pour cela, les deux intervenants, on ne peut pas rester académicien ou bien professionnel de terrain. Il faut travailler ensemble pour aller vers le développement des compétences et développer un savoir-agir linguistique et discursif en contexte. Donc, en conclusion, on peut dire que bien que les contenus de programme soient identiques en termes de forme, de structure, d'intitulé de cours, d'unité de cours, les spécificités de ce module doivent prendre en charge les implicites cachés et comprendre les présupposés ou les sous-entendus nécessite la coopération, l'intervention du professionnel de la langue avec le professionnel de spécialité, parce que décoder l'implicite n'est pas chose facile quand on ne connaît pas la réalité du terrain et le contexte socio-professionnel. Merci pour votre attention. Merci à vous pour cette présentation très intéressante et qui explore un contexte particulier qui est celui algérien, tout à fait, mais qui nous interroge un petit peu sur cette dualité qui existe entre les professionnels et les académiciens, n'est-ce pas, et parfois certains acteurs. Oui, mais les postures ne sont pas les mêmes et c'est très très complexe. Hein. Très bien. Merci beaucoup, Madame Benzer, pour cette
présentation. Nous passons directement à Madame Samahi et Madame Mounsi Linda de l'Université de Béjaïa qui vont nous présenter une communication intitulée L'implicite et le malentendu dans l'enseignement en ligne, quelle stratégie de gestion. Vous avez 15 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail. Juste un petit moment pour qu'on partage le diapo. Tu passeras après. D'accord. Il y a un petit problème technique concernant le diaporama de Madame Samahi et Madame Mounsi. Nous passerons, on reviendra à cette communication juste après. Nous passerons maintenant à la communication de Madame Belhadj Wahiba de l'Université d'Adrar. Je ne sais pas si vous êtes en ligne. Madame Belhadj. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes prête? Oui. Parfait. Je vais partager mon écran. D'accord. Madame Belhadj, vous venez de... Non, vous venez de partager... vous venez de partager votre écran, la totalité de votre écran. Vous avez partagé votre écran de Google Meet. Donc vous devez refaire en appuyant sur Fenêtre, vous aurez votre diaporama. Non, mais là, il n'est pas ici. Vous refaites la même opération en appuyant sur Présenter. Ensuite, vous choisissez Fenêtre au lieu de Fenêtre, puis je clique sur votre diapo le diapo, mais là, et vous faites Partager juste après. Normalement, ça fonctionne. C'est toujours pareil. c'est bon maintenant? Non, on ne voit pas votre diaporama. On voit toujours l'écran de Google Meet. D'accord. C'est bon? C'est pareil. Vous arrêtez le partage, vous refaites exactement la même opération. Mais cette fois-ci, on... Allez-y, allez-y.
Vous pouvez commencer, s'il vous plaît, madame. Très bien, on le voit bien. Oui, parfait. Très bien, désolé pour ce problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, excusez-moi, vous avez 15 minutes, si vous voulez bien, pour nous présenter votre travail. À vous la parole. Du premier jour du colloque. Je vous remercie pour le formidable travail que vous avez accompli et je vous souhaite, je souhaite la réussite de ce deuxième jour. Notre communication est intitulée Attitude étudiante à l'égard de la consigne, problèmes et stratégies de compréhension. Cet intitulé, nous allons le travailler en s'appuyant sur deux concepts étroitement liés, à savoir le contrat didactique et l'évaluation. Le premier est une action qui résulte des relations et d'interrelations qui se tissent entre les trois pôles constituant le triangle didactique, ou ce qu'on appelle le système didactique. Il est question de enseignant, apprenant et savoir, alors que le second se base sur un contrat de confiance qui sert à rassurer les apprenants d'une part et d'autre part qui permet de lutter contre ce qu'on appelle la constante macabre. Il faut signaler que cette question de consigne a été étudiée par plusieurs théoriciens, citant à titre indicatif Zahra Chouf et Philippe Mérieux, qui ont proposé les types et les fonctions des consignes. Et puis, les types et les fonctions de consigne. Il y a aussi Zerbato Poudou qui a défini la consigne comme étant une injonction porteuse d'informations permettant au sujet de se représenter les finalités de la tâche, le résultat, d'anticiper et de planifier la suite des actions à accomplir, de prendre en compte les conditions de réalisation, je vais dire. Plusieurs conditions sont requises pour qu'un apprenant exécute une consigne. D'abord, qu'il comprenne la demande, qu'il perçoive ce qu'on attend de lui, qu'il accepte sa demande, qu'il soit capable de l'exécuter et puis enfin qu'il soit capable d'évaluer s'il a exécuté cette consigne ou non. Nous tenons à préciser que le choix de cette thématique s'est fait suite à un constat que nous avons fait sur le terrain. Après chaque examen, les étudiants se plaignent des sujets d'examen difficiles et de consignes vastes et ambiguës. De leur côté, les enseignants notent des insuffisances chez les étudiants concernant la lecture des consignes. Ainsi, il sera question d'aborder les interrogations et les hypothèses suivantes. 1. Quel type de problème rencontrent les étudiants de FLE lors des examens? Nous supposons que les problèmes que rencontrent les étudiants le plus souvent seraient dus à la mauvaise gestion du temps et au manque de stratégie de lecture, compréhension des consignes. Et comme deuxième question, quelle attitude adoptent les étudiants face aux consignes? Les étudiants, inconscients de l'importance de la consigne, la parcouraient en repérant seulement les mots-clés. Cette contribution se propose de présenter la synthèse et le résultat d'une enquête réalisée avec 17 étudiants de deuxième année licence de français, Université Ahmed Raya Adrar. Comme instrument de recherche, nous avons opté pour un entretien et pour des fiches d'auto-observation. Le traitement des données s'est fait en se basant sur une approche mixte, joignant les statistiques, la description et l'analyse des résultats. Ici, représente une fiche d'auto-observation destinée aux étudiants, bien sûr, de deuxième année licence de français. Les informations retenues sont les suivantes. La majorité des étudiants parcourent les consignes globalement. Et encore en deuxième année, il y a des étudiants, il y a ceux qui ne lisent pas la consigne au entier. 28% des étudiants lisent la consigne plusieurs fois et 43% la lisent
parfois seulement. 91 des étudiants de deuxième année ne procèdent pas à la reformulation des consignes pour s'assurer de l'avoir bien comprise. 44% des étudiants ne donnent pas l'importance à la lecture de la consigne avant et après l'exercice. Les verbes d'action figurant dans les consignes sont complètement négligés. 97 des étudiants n'ont jamais étudié ou cherché la signification de ces verbes d'action. La révision et la maîtrise du vocabulaire et de la terminologie de chaque module et contenu enseigné n'est pas automatisé chez les étudiants, ce qui rend la compréhension des consignes, bien sûr, difficile. Comme résultat, nous pouvons confirmer que les stratégies de lecture des consignes ne sont pas adaptées. Nous pouvons signaler encore qu'il y a des stratégies où, de point de vue stratégie cognitive, elles sont peu développées. On trouve un repérage de mots-clés très superficiel et linéaire, manque de considération ou de prise de considération des verbes de consigne, inférence faible, absence de reformulation. Pour ce qui est des stratégies métacognitives, elles sont non appropriées ou des fois non mobilisées. Relecture, vérification, révision, correction, adaptation, ces actions ne sont pas prises en considération. Les stratégies affectives sont peu maîtrisées, confiance en soi diminuée, stress non contrôlé, impulsivité qui entraîne généralement des problèmes d'attention. Enfin, des stratégies de planification peu maîtrisées, organisation du travail ou de la lecture, compréhension et réalisation de la consigne non réfléchie. Passons maintenant à l'analyse des résultats de l'entretien. 93 des étudiants trouvent que le temps imparti à l'examen n'est pas suffisant. 94 des étudiants rencontrent des problèmes lors des examens et précisent que la mauvaise préparation est la cause numéro 1. En deuxième lieu, la consigne de nature ambiguë est en dernier lieu le contenu difficile à réaliser. Pour ce qui est des consignes, les difficultés résident au niveau du vocabulaire employé, puis au contenu visé, en dernier lieu à la structure syntaxique qui pose des problèmes de compréhension. Les consignes les plus simples à réaliser sont celles proposées sous forme impérative et interrogative, et les consignes dont les verbes sont à l'infinitif ou sont conjugués au futur sont moyennement difficiles à résoudre. Les étudiants affirment enfin que les questions directes et les QCM sont plus faciles à réaliser vu qu'elles sont de fort guidage et les questions de rédaction sont moyennement difficiles vu que les critères sont multiples, respect de la forme, structure, respect de la langue et puis réalisation d'un contenu adéquat. Les résultats obtenus de l'analyse des entretiens sont les suivants. Gestion de temps non maîtrisée, la compréhension de la consigne stipule une préparation des contenus enseignés. La nature de la consigne n'est pas le seul facteur impactant la réussite aux examens. D'autres éléments comme la mauvaise préparation et le contenu difficile peuvent être pris en considération. Le vocabulaire employé dans la consigne est classé par les étudiants comme premier élément entravant la compréhension de la consigne. Non-maîtrise du vocabulaire du contenu enseigné. La structure simple de la phrase facilite l'accès au sens de la consigne. Le type impératif et interrogatif entraîne des consignes simples et les questions directes et de guidage fort sont les plus sollicitées par les étudiants. Les résultats. Oui. Alors, comme conclusion, nous pouvons dire qu'une consigne ambiguë selon les étudiants est celle dont le vocabulaire n'est pas accessible, la structure syntaxique et la forme sont complexes, le guidage est faible et les critères sont multiples. Le travail sur les consignes doit se faire sur les deux plans. Le plan de l'élaboration, conception, bien sûr, de point de vue enseignant. La consigne doit répondre à la règle des 5 C pour éviter toutes sortes d'ambiguïtés
ou de malentendus concernant les réponses, alors les 5 C sont court, où la consigne doit être courte, claire, concise, complète et compréhensible. De point de vue, ou le deuxième plan, c'est le plan de l'apprenant. Il faut qu'il y ait un travail sur la lecture et la compréhension des consignes. En recommandation, nous signalons les points suivants. Le recours à l'enseignement explicite des stratégies de compréhension de manière générale, le recours à l'enseignement explicite de la lecture des consignes, accompagner les étudiants à travers les séances de tutorat pour les sensibiliser à l'importance de la consigne dans la réussite aux examens, prévoir un contenu réfléchi surtout dans le module de TTU, importance de la formation des enseignants à la conception et à l'élaboration des épreuves d'évaluation ou d'examen, pour éviter je vais dire, problème de rédaction, d'élaboration beaucoup plus sensible. Merci pour votre Merci beaucoup Madame Belhadj pour cette présentation autour de la consigne qui est très très intéressante. La consigne, c'est vrai qu'il y a toujours ce décalage entre les enseignants et les apprenants quand il s'agit de donner des consignes, surtout lors des examens. Et il faut faire un travail dans ce sens pour conscientiser les apprenants de tous ces enjeux liés à la manière avec laquelle on pose la consigne. Merci beaucoup. Je passe à Madame Mesmoudi. Je vous en prie, merci à vous. Madame Mesmoudi, je ne sais pas si elle est en ligne. Bonjour Madame. Alors, vous présentez une communication, enfin vous devez la présenter avec Monsieur Denis Legros, ou le défunt, oui, on a, hélas, oui. Votre intervention est intitulée Cognition et traitement de l'implicite dans la compréhension du texte littéraire, difficultés, obstacles et aides didactiques. À vous la parole, Madame Mesmoudi. Donc vous avez en bas, là où il y a un petit carré avec une flèche qui pointe vers le haut. Oui, là où il y a la main juste à côté. Vous cliquez dessus, vous aurez une fenêtre. Pardon? Vous cliquez sur la flèche qui est en bas. Ensuite, vous aurez une petite fenêtre qui s'affiche. Juste à côté, il y a fenêtre. Vous appuyez sur fenêtre. Juste après de angle, juste à sa droite. Fenêtre. Vous avez ouvert votre diapo? Bon, vous cliquez dessus alors. Normalement, il s'affiche dans les fenêtres. C'est bon et vous faites partager. On attend un peu. Pas encore. Est-ce que vous avez sélectionné votre diaporama? Et vous avez cliqué sur partager? Pas encore. Ben, vous refaites l'opération, si vous voulez bien. Oui, s'il vous plaît. En bas donc. Présenter, partager, non, présenter, je pense que c'est partager. Vous l'avez en bas? Ensuite, vous avez la fenêtre là où il y a les onglets, n'est-ce pas? Ok, allez. On aura préféré aussi. Oui. Vous pouvez commencer, madame, quand vous voulez.
Oui, oui, on vous entend, madame. Et on vous écoute. Le traitement de l'implicite à la base de la compréhension des textes littéraires est une activité cognitive très difficile pour un lecteur faible compreneur de textes en langue bleue. Cette activité nécessite de mettre en œuvre des processus influentiels et donc d'activer des connaissances en mémoire que les apprenants ne possèdent pas toujours. Notre question de recherche est la suivante. Comment aider ces étudiants à mettre en œuvre ces processus inférentiels et donc à activer les connaissances en mémoire nécessaires au traitement de l'inférence? Notre objectif est de valider expérimentalement l'effet d'une aide au traitement de l'implicite et à la compréhension d'un texte littéraire. Maintenant, les grandes lignes du cadre théorique. La compréhension du texte, en particulier du texte littéraire Falardeau 2003. L'inférence, son rôle et son traitement, Martin Le Boudec 98. Rôle des connaissances antérieures dans la compréhension, Marin et Le Gros 2008. Et enfin, aide à l'activation des connaissances antérieures dans la compréhension, Cordier, Le Gros et Hall. Maintenant, on va présenter la méthode et les participants à l'expérience. Les participants sont constitués de deux groupes d'étudiants de français, des femmes et des hommes, qui appartiennent à l'université de Biskra. Ils sont masculins littérature. Le matériel expérimental est constitué de 3 extraits de la peste de Camus. Les deux groupes lisent 2 extraits. Premier groupe G1 lit texte 1. Le groupe G2 lit texte 2. Et dans la deuxième séance, le groupe G. Je continue, s'il vous plaît. Oui, 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 on vous écoute, madame. Hein.
Merci à vous, madame, pour cette présentation. On aurait aimé avoir le diaporama pour mieux suivre, mais je pense qu'on a saisi l'essentiel de votre recherche. Et moi, personnellement, j'aurais une toute petite question à vous poser juste après, si vous voulez bien. Mais avant cela, avant de passer aux questions et au débat, nous avons une toute dernière intervention pour cette session. Je ne vous ai pas entendu. Ah, d'accord. Malish, bon courage. Il n'y a aucun souci, on aura d'autres occasions pour en discuter. Bon courage à vous, madame. Bon courage, au revoir. Alors, nous passons à la dernière intervention qui sera donc, qui a comme intitulé l'implicite et le malentendu dans l'enseignement en ligne. Elle sera présentée par madame Samahi Nadia et Moussi Linda de l'université de Béjaïa. Je pense que madame Samahi est prête. Merci. Vous avez 15 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. À vous la parole. Merci à tous. Bonjour. Je m'excuse vraiment pour toutes ces contraintes. C'est des contraintes tendance de l'enseignement en ligne. Je tiens tout d'abord à remercier tous mes collègues qui ont pu organiser parfaitement ce colloque quand même. Et je vous transmets les excuses aussi de ma collègue Mounsi, son nom apparaît sur la présentation, Mounsi qui n'a pas pu être là parmi nous aujourd'hui pour des raisons de santé, mais avec qui nous avons préparé tout ce que je vais vous présenter tout de suite. Notre communication s'inscrit dans la suite de toutes ces interventions riches, hier et aujourd'hui le matin, qui portent sur l'implicite et le malentendu, mais cette fois-ci pour nous, ça sera dans l'enseignement en ligne. Nous allons essayer de proposer quelques stratégies de gestion pour remédier à ce problème qui fait souvent défaut à l'apprentissage des étudiants. Nous tenons à préciser que notre communication ne résume pas une étude de cas, je tiens vraiment à le préciser, mais nous l'avons plutôt construite à partir d'un ensemble de lectures de travaux déjà menés dans ce domaine et de notre petite expérience à travers plusieurs formations que nous avons suivies sur l'enseignement en ligne, et notamment dans le cadre d'un projet international qui porte sur l'enseignement en ligne à travers une plateforme nationale. En outre, nous proposons donc le plan suivant. Je m'excuse pour la version diffusée, c'est la version PDF au lieu de PowerPoint qui ne veut pas marcher. Voilà, donc nous allons suivre le plan suivant. Nous allons exposer l'essentiel de notre communication en commençant par une brève présentation du sujet lors de laquelle nous parlerons brièvement de l'implicite dans l'enseignement en ligne, que nous appuierons ensuite à travers un état de l'art sur la question traitée. En troisième position, nous parlerons des conséquences que peut engendrer l'implicite dans l'enseignement en ligne. Et enfin, nous proposons 8 grandes stratégies de gestion de l'implicite dans ce type d'enseignement. Concernant la présentation du sujet, nous exposerons quelques idées à propos de l'implicite et le non-dit dans l'enseignement en ligne, qui sont des aspects cruciaux, mais souvent sous-estimés de la pédagogie numérique. Ces concepts se réfèrent aux informations, intentions et significations qui ne sont pas explicitement exprimées dans le discours éducatif, mais qui peuvent et certainement vont influencer l'apprentissage et la compréhension des étudiants. L'implicite aussi dans l'enseignement en ligne nécessite une attention particulière pour garantir que les étudiants reçoivent et comprennent pleinement les informations nécessaires à leur réussite académique. L'enseignant doit être proactif dans la clarification et l'explication des attentes, des contenus et des méthodes pédagogiques pour compenser le manque de communication
non verbal et contextuel, et notamment donc l'absence physique de l'enseignant. Nous avons constaté des malentendus en présentiel. Qu'est-ce qu'on va dire donc de l'enseignement en ligne? Donc concernant donc l'état de l'art des différentes études, vous allez remarquer que toutes les références datent donc des années vraiment un peu loin. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces années-là qu'on a commencé à nous intéresser à l'implicite, à ses conséquences justement dans l'enseignement. Ça s'applique directement même donc, dans l'enseignement en ligne. Donc concernant les communications non verbales et implicites, il y a des études qui sont faites sur la communication non verbale. Certaines recherches traitent l'absence de communication non verbale en ligne qui affecte la compréhension et l'engagement des étudiants. Par exemple, des études analysent l'impact de l'absence de gestes, d'expression faciale et de temps de voix sur la clarté des instructions et la perception de soutien enseignant. Justement, c'est à partir de toutes ces études-là qu'on a fait la liste des 8 stratégies que nous allons vous exposer après. Donc, concernant l'analyse des discussions en ligne, il y a aussi des travaux qui explorent comment les forums de discussion et les outils de chat peuvent compenser le manque de communication non verbale en offrant des moyens alternatifs de clarification et de soutien. Encore d'autres travaux qui travaillent sur la différence culturelle et linguistique. Justement, ce point-là a été clairement et très bien détaillé lors de la conférence de ce matin par nos collègues françaises qui ont travaillé justement sur les inégalités dans l'enseignement, donc les inégalités scolaires. Donc il y a l'implicite culturel sur lequel on travaille quelques chercheurs se sont concentrés sur la manière dont les différences culturelles influencent la compréhension des attentes implicites dans un environnement en ligne. Par exemple, une étude faite déjà en 2001 qui a justement traité comment les étudiants de différentes cultures interprètent et répondent aux implicites dans les interactions en ligne. Un autre petit axe qui a intéressé quelques chercheurs, c'est la langue et compréhension. Non seulement les messages, mais aussi la manière comment on formule justement où des unités linguistiques peuvent être une barrière justement qui affecte la capacité des étudiants à comprendre les implicites dans les instructions et le contenu. Non seulement l'implicite, on ne le dit pas, mais encore quand on dit ce minimum et qu'il ne soit pas bien compris, là, l'étudiant se retrouve vraiment dans une situation très compliquée. Un autre axe, donc engagement et motivation des étudiants. Concernant l'impact des implicites sur l'engagement, donc il y a des études qui explorent aussi comment les attentes implicites et les messages non dits influencent aussi l'engagement des étudiants et diminuent de leur motivation, etc. Feedback et évaluation. Le feedback, comme nous le savons tous, il est très nécessaire dans l'enseignement en ligne parce qu'en présentiel, on le fait des fois avec notre tête, avec quelques gestuels, quelques gestes physiques, mais en ligne, c'est vraiment donc un aspect très intéressant. Donc il y a la clarté des critères d'évaluation qui doivent être pris en charge, le rôle du feedback aussi régulier, encore un feedback régulier qui doit accompagner les étudiants. Et les technologies et plateformes en ligne aussi, il y a eu des études très intéressantes qui ont travaillé qui examinent comment la conception des plateformes d'apprentissage en ligne aide à rendre les attentes et les instructions plus explicites. Quand tout est clair dans la plateforme, quand c'est attractif, quand ça devient très motivant pour les étudiants. Donc, par exemple, il y a des études qui analysent l'efficacité des interfaces utilisateurs intuitives et les outils d'aide intégrés. Justement, toutes ces études et tous ces aspects étudiés par toutes ces recherches aussi expliquent les conséquences de l'implicite dans l'enseignement en ligne. Nous remarquons donc des conséquences négatives, mais aussi, donc on ne peut pas négliger quelques conséquences positives, on les explique.
Donc, les conséquences négatives, nous avons les malentendus et confusions. Donc, il s'agit des instructions, quand on formule des instructions ambiguës, lorsque les instructions et les attentes ne sont pas clairement formulées, les étudiants peuvent mal comprendre les tâches à accomplir, ce qui peut mener à des erreurs et à une diminution de la qualité de travail. Nous avons discuté hier, justement, lors de la présentation de notre collègue Belkissa, quand il a parlé, justement, des séances d'encadrement dans lesquelles on n'explicite pas ce qu'on attend des étudiants, à quelles conséquences ça mène, donc tout ça. Et quand on formule très très mal ou quand on formule d'une manière floue les objectifs d'apprentissage, ceux qui sont implicites justement peuvent créer de la confusion chez les étudiants quant aux compétences et connaissances qu'ils doivent acquérir. Pour les inégalités dans l'apprentissage aussi, il y a la variabilité des interprétations. Chaque étudiant a sa manière d'interpréter les informations implicites d'un étudiant à un autre, c'est très différent. Tout cela donc dépend du contexte culturel, de leur niveau de compétence et de leur expérience antérieure, ce qui peut creuser les écarts de performance. Il y a aussi l'accès inégal aux ressources. Si certaines informations ou ressources nécessaires sont implicites, les étudiants qui ne savent pas comment les retrouver ou les utiliser peuvent être aussi désavantagés. Cela peut provoquer aussi une réduction de l'engagement et de la motivation. Le soutien perçu comme insuffisant, justement, les étudiants peuvent se sentir isolés ou moins soutenus s'ils perçoivent un manque de clarté ou d'engagement de la part de l'enseignant, ce qui peut réduire leur motivation, comme on l'a dit tout à l'heure, la démotivation aussi. Donc, nous avons aussi l'impact de la communication et de l'interaction. Donc, une participation limitée des étudiants peut être donc moins enclin à participer activement ou à poser des questions s'ils ne sont pas certains de ce qui est attendu d'eux. Et encore, je précise, quand il s'agit d'un enseignement en ligne, ils peuvent carrément abandonner leur enseignement. Et aussi les barrières culturelles, les différences culturelles peuvent exacerber les malentendus liés aux implicites, rendant la communication moins efficace. Maintenant, nous avons quand même des conséquences positives. On doit profiter de tous ces points faibles pour en faire d'autres points forts concernant l'implicite et le malentendu. Alors, quand les informations sont implicites, ça peut développer des compétences d'autonomie chez les étudiants. Ça peut résoudre quelques problèmes auxquels on ne s'attend pas, peuvent encourager l'esprit critique par des pensées critiques, par des compétences d'interprétation. Donc chaque justement étudiant, comment il interprète, ça développe cette compétence. Ça peut créer un espace de créativité entre les étudiants, justement, de l'innovation, de la flexibilité, etc. Donc tout ce cas-là, tout ce que nous avons donc exposé là, toutes ces idées-là, toutes ces lectures-là, nous mènent à dégager 8 stratégies de gestion de l'implicite qu'un enseignant en ligne ou en présence, je dirais, mais là on précise vraiment en ligne parce qu'il y a des détails qui concernent l'enseignement en ligne, donc chaque enseignant doit prendre en charge, doit se concentrer, ne doit pas les négliger pendant la scénarisation, pendant la préparation ou même la présentation d'un cours en ligne. La première stratégie concerne la communication claire et explicite. Comment ça? Donc les instructions détaillées. On doit fournir des instructions claires et détaillées pour chaque activité, chaque devoir et chaque évaluation. Ne laissez rien à l'interprétation. En présentiel, on peut le dire, on peut l'interpréter par des gestes, mais en ligne, l'apprenant ne voit pas son enseignant, il doit tout lire, tout trouver dans son cours. Deuxièmement, nous devons formuler des objectifs d'apprentissage très clairs. Donc, définir clairement les objectifs d'apprentissage pour chaque module ou session. Qu'est-ce qu'on attend de l'étudiant à la fin de cette session
de ce module, de ce cours, de cette séquence. Expliquer ce que les étudiants devraient savoir ou être capables de faire à la fin. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Des fois, on se dit, c'est clair dans notre tête en tant qu'enseignant, hein, mais chez l'étudiant, pas du tout le cas. Deuxième point, donc encourager l'interaction et le feedback. Comment ça? Par des forums de discussion. Utiliser des forums de discussion pour permettre aux étudiants de poser des questions et d'obtenir les clarifications. Encourager la participation active. C'est un champ libre, mais aussi très très important, les forums de discussion entre les étudiants. Peut-être une petite question très très simple de la part d'un étudiant va déclencher un débat, un échange entre les étudiants via un espace qui est vraiment très simple, qui est le forum, mais ça encourage beaucoup les étudiants. Le feedback, un feedback régulier doit être toujours doit accompagner votre cours en ligne. Fournissez un feedback régulier et constructif. Des fois, on ne doit pas négliger que ceux qui sont derrière l'écran doivent être encouragés. Donc, même les feedbacks, ça encourage. Ça leur transmet un message de ce qu'ils ont appris, mais ça les encourage à continuer et à finir leur formation. Répondre rapidement aux questions et préoccupations des étudiants. On leur crée des espaces, on leur dit contactez-nous par mail, il ne faut pas négliger la suite, hein. On doit répondre très rapidement parce qu'il est là, ils sont là derrière l'écran, ils attendent le feedback de la part de leurs formateurs ou enseignants. Session de questions-réponses. C'est très très important d'ouvrir ce genre de session lors d'un cours en ligne. Donc on doit organiser des sessions de questions-réponses en direct ou des heures de bureau virtuelles où les étudiants peuvent poser des questions en temps réel. Ça casse un petit peu cette idée-là de dire en ligne, mais des fois, c'est bien de se rencontrer même virtuellement. C'est très très important et ça explicite et explique plusieurs points négligés pendant le cursus apprentissage. Troisième point, donc, l'utilisation de supports pédagogiques. Comment ça? Par des vidéos explicatives. Il ne faut jamais négliger donc on est absent, on doit quand même laisser nos traces par des vidéos, par des tutoriels, etc. Donc créer des vidéos explicatives pour compléter les textes écrits. Les vidéos peuvent aider à clarifier les points complexes et à fournir les indices visuels et auditifs. Infographie, diagramme. Il ne faut jamais aussi négliger ce point. Il faut vraiment, c'est-à-dire les laisser ce lien avec eux. Par quoi? Par aussi des infographies et des diagrammes pour illustrer des concepts clés, donc des idées comme ça importantes pour le cours. Cela peut aider les étudiants à visualiser, à comprendre les informations qui pourraient être implicites dans le texte. Renforcement des compétences technologiques. Cette chose-là, malheureusement, est très très négligée. On invite tous nos étudiants à nous suivre en ligne, mais sans les former. Comment ils vont nous suivre? Donc, nous devons quand même offrir des formations pour aider les étudiants à se familiariser avec les plateformes et outils en ligne utilisés dans les cours. C'est très très important. On doit laisser des guides et tutoriels donc dans tous les cours qu'on fait et dans toutes les plateformes qu'on peut concevoir. Création d'un environnement de confiance aussi, c'est très important parce que la culture de la question aussi, il faut aussi l'encourager, où les questions sont valorisées. Faites savoir aux étudiants qu'il est acceptable et encouragé de demander les clarifications. Ce n'est pas interdit de dire « je n'ai pas compris », écrivez une question comme ça. Ce point 1, point 2 n'est pas du tout clair, expliquez-le, réexpliquez. L'empathie et soutien aussi, montrez ça à vos étudiants, c'est très très important. 6e point ou 6e stratégie, c'est la révision et rétroaction continue. Par des enquêtes, par des sondages, par des groupes de discussion, demandez à vos étudiants, est-ce que vous avez compris ? À quel point, c'est-à-dire à quel pourcentage vous avez compris le cours? Qu'est-ce que vous avez besoin de reformuler, de réexpliquer, etc.
à ne jamais négliger tout ça. La 7e, avant-dernière stratégie, c'est la personnalisation et adaptation. Comment? Par différenciation pédagogique. Adaptez vos méthodes pédagogiques en fonction des besoins individuels des étudiants. Même si en ligne, même si c'est un cours en ligne destiné à plusieurs étudiants, on doit quand même creuser dans les différences entre les étudiants pour adapter nos méthodes à notre public. Fournissez des ressources supplémentaires pour ceux qui en ont besoin. La chose qu'on ne fait jamais, justement, très très négligée dans ce monde numérique. Un plan d'apprentissage personnalisé. Créer des plans d'apprentissage personnalisés pour aider les étudiants à atteindre leurs objectifs de manière plus cible. La dernière stratégie, donc, est l'utilisation d'exemples et d'études de cas, des exemples concrets, utiliser des exemples concrets et des études de cas pour illustrer les concepts théoriques, chose qu'on a l'impression de faire, mais on le fait très très mal des fois. Cela peut aider à rendre explicites des notions qui, autrement, pourraient rester implicites. En dernier point, analyse de scénarios. Mettez en place des analyses de scénarios pour aider les étudiants à appliquer les concepts théoriques à des situations pratiques. Voilà donc ce que nous avons retenu de toute cette petite expérience, donc de toute cette formation suivie. Et je vous remercie de votre attention. Je vous présente encore mes excuses à propos de ce problème technique. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation très très claire. On a très très bien suivi. Et puis, moi, j'ai une toute petite question à vous adresser avant de passer aux autres questions. Est-ce que vous ne pensez pas que ces nouvelles technologies et ces nouvelles modalités qu'on a l'habitude de prendre, ou bien d'approche, de dire qu'elles sont là pour nous faciliter la tâche, est-ce qu'elles ne sont pas là aussi à nous compliquer, mais à nous rendre la tâche beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération? Oui. Donc je répète je reprends un petit point important. Chaque technologie, chaque nouvelle technologie a ses avantages et ses inconvénients-là. Mais il faut savoir une chose, c'est à partir de ces inconvénients-là qu'on améliore et qu'on développe ces avantages. Donc en cherchant des solutions à tous ces inconvénients, à tous ces blocages-là, on a vécu le cas en direct. C'est une nouvelle technologie de présenter un travail en ligne, mais on a toujours des problèmes techniques. En cherchant des solutions, on peut développer d'autres compétences. Et c'est pour ça qu'on encourage, et c'est comme ça que la science se développe. C'est à partir de ces blocages. Merci beaucoup, Madame. Je ne vais pas monopoliser la parole. J'ai d'autres questions à vous poser, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? Oui, vous allumez juste le micro, s'il vous plaît. Donc moi, ma question, vous m'interpellez pour exploiter les technologies de l'information dans les aspects de remédiation linguistique personnalisée. Pensez-vous que les enseignants devraient être formés à cette pédagogie de l'erreur et en plus de ça, à être formés à l'exploitation des outils informatiques ou bien du net ou bien de ces plateformes pour pouvoir réussir leur intervention et aider les étudiants en difficulté, notamment universitaires, qui n'ont pas tous le même niveau et qui n'ont pas tous la même difficulté. Donc, l'aberration est d'avoir à donner un contenu ou bien des activités à tout le monde de la même manière, alors que parfois, ça ne travaille pas le besoin. Pensez-vous que c'est un gain de temps ou une perte de temps? Et quelles sont les compétences à développer chez ces formateurs qui vont prendre en charge ce public, quelle que soit sa spécialité? Merci pour... Ok. Une question très très importante, ça reprend la dernière stratégie, là où on va adapter nos méthodes et nos programmes et les contenus
Donc, suivant notre public, hein, tout à fait. Même si c'est un... Bon, je vais parler toujours du cours en ligne, hein, même en présentiel, si en faisant un petit sondage dans nos classes avec nos groupes, hein, on ne va jamais trouver un groupe homogène avec toutes les compétences nécessaires de la même manière, tout à fait. Même en présentiel, en donnant le même exercice à tout le monde, peut rencontrer des difficultés. Et encore pire en ligne. Donc en ligne, c'est, oui, se former, c'est la chose la plus primordiale. Donc c'est très très primordial de se former sur ça. Justement, se former pose un problème aussi, hein, pose un sérieux problème. Former qui, sur quoi et comment le former? Former notre public tout d'abord à s'adapter à toutes ces techniques-là pour déjà nous suivre. Et former l'enseignant. Et former l'enseignant. L'enseignant devrait être compétent. Est-ce que c'est réalisable? Pensez-vous que c'est réalisable? Oui, il y a beaucoup d'équipes, chercheurs qui travaillent sur ces mécanismes. Ça reste toujours faisable, mais en cours de réalisation, si vous constatez aussi, se former aussi à l'université, on a commencé à former les enseignants. Donc, former une seule partie provoque un problème. Oui. Donc, former les deux parties, comment? Répondre avec les âgés, Merci beaucoup pour cet échange. On aura juste le temps pour une toute dernière question. Excusez-moi. Excusez-moi, Madame Belhadj. Excusez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Madame Belhadj, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste 2 minutes, hein, parce qu'on a une autre question à vous poser justement à vous, et vous pourrez rebondir également par rapport à ça. Donc c'est Monsieur Benakli qui va vous... Je peux poser. Madame, bonjour. Madame Belhadj Wahiba, bonjour.
essaie de faire complémentarité et coordination entre les enseignants des différents modules. Le module ou le contenu du module de l'écrit, par exemple, il faut travailler ce qu'on appelle les stratégies de compréhension. Ces stratégies de compréhension, le module qui assure le contenu ou le module de le TTU, il peut, je dirais, basant sur ce qui a été vu dans le module de l'écrit, concevoir un autre contenu, mais qui soit en relation avec celui que l'étudiant a déjà vu. Maintenant, vous posez la question concernant les contenus à prévoir. Je pense que l'enseignant il a une certaine liberté à choisir les contenus en fonction de son public. Généralement, ce qu'on appelle une évaluation diagnostique. Autant qu'enseignante, je pars d'une petite expérience. Avant de commencer, le semestre, je pose un certain nombre, je prévois un certain nombre de points comme contenu. Je consacre la première séance qu'on appelle prise de contact à une sorte, d'activité ou activité pour voir les attentes, et puis je discute pour voir les attentes et les besoins du public pour que je décide du syllabus ou du contenu général du module. Concernant, pour ce qui est de la consigne, personnellement, pour être honnête, je n'ai jamais travaillé ce concept avec mes étudiants. Mais cette année, parce qu'on rencontre le problème à chaque fois, madame, le module, l'examen était difficile, surtout parce que sur le module de phonétique, j'ai un problème. Madame, la question, elle n'était pas claire. Madame, vous avez dit, par exemple, faites la description des sons. Alors moi, j'ai identifié le son, j'ai dit qu'il s'agit d'une consonne d'une voyelle. Alors là, j'ai senti que oui, on a un enseignant qui a assuré plusieurs années le module de phonétique et qui a assuré même le module de TTU. Pourquoi pas ne pas aborder cette question de consigne? Comment lire les consignes, la définition par exemple des stratégies ou des verbes d'action qu'on utilise dans les consignes. J'ai prévu même des activités, j'ai proposé des campus aux étudiants et à l'étudiant de prévoir un certain nombre de questions ou de consignes. Et puis les autres groupes vont faire la réalisation de la tâche et puis intercorrection et ainsi de suite. Ces activités, d'une part, ils vont sensibiliser les étudiants de la difficulté de l'élaboration de consignes et puis de le sensibiliser de l'importance de la lecture attentive des consignes. Merci beaucoup, Madame Belhadj. Merci infiniment, Madame Belhadj. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, la réponse est très très claire et puis le sujet est très intéressant. Je vous remercie pour cette réponse et je remercie l'ensemble des participants et de ceux qui ont assisté et contribué à la richesse de cette session. Nous nous retrouvons tout à l'heure aux environs de 13h30 pour les deux sessions de l'après-midi. Je vous dis donc à tout à l'heure et merci.